Amateurs de physique iconoclaste, bonjour. Cette vidéo prend la suite de celle du mois dernier, c'est-à-dire du 20 mars, dans laquelle j'étais parti d'un champ magnétique que vous voyez ici, puis j'étais parti sur l'existence de la lumière sur une hypothèse de la nature de la lumière. J'étais parti ensuite donc j'avais poursuivi plutôt, par la notion de quantité de mouvement, et puis j'en étais arrivé à la conclusion que la lumière était, que d'abord j'étais passé par la nature des ondes sonores qui sont, ça c'est plus qu'une théorie puisque beaucoup de gens y croient, le pensent, les ondes sonores sont en fait produites par la transmission de la quantité de mouvement des fluides ou des solides qui transportent le son. Et j'avais fait le parallèle avec la lumière et j'en avais conclu que puisque la lumière comporte une quantité de mouvement, puisque le véhicule une quantité de mouvement, on peut faire une analogie avec le son et se poser des questions. Et voilà, j'en arrive à ceci. Alors, pour poursuivre, bien, je me rapproche d'une autre théorie, qui n'est pas la mienne, c'est pas moi qui ai sorti ça. Cette théorie voudrait que l'espace ne soit pas vide. Alors d'abord, je vais faire une petite digression sur l'espace vide. Beaucoup de gens ont dit que l'espace était vide. Ça a commencé il y a 2500 ans par Démocrite. Ensuite, nous avons eu Descartes qui pensait la même chose, puis Einstein qui a démontré que l'espace était vide. Alors c'est une démonstration qui m'a toujours laissé un petit peu rêveur. Et moi, j'ai du mal à considérer que l'espace est vide. De toute façon, l'espace contient beaucoup de choses. Il contient les planètes, il contient les galaxies, il contient beaucoup de choses. On pourrait dire que l'espace est vide entre tous ces corps. Ce n'est pas vrai, puisqu'entre tous ces corps, il y a des petits corps qui se promènent, des météorites, et il y a surtout énormément de radiations. Et ces radiations, on ne sait pas exactement ce que c'est. Moi, j'ai du mal à penser qu'elles ne correspondent à aucune matière. D'ailleurs, c'est ce que j'ai l'intention de démontrer. Enfin, d'en faire une hypothèse. Alors pour ça, je vais partir d'une autre hypothèse, et qui est assez connue, c'est pas de moi, il y a pas mal de gens qui ont pensé à ça, selon laquelle l'univers serait composé d'éléments. Je n'ose pas parler de particules, parce que ce qu'on appelle particules, c'est en principe assez défini, mais ce seraient des petits éléments, extrêmement petits, donc beaucoup plus petits que les atomes, par exemple, ou que les électrons, puisqu'ils seraient également les constitutifs, les constituants des électrons, par exemple, ou de toute chose. Des éléments qui seraient comme des grains de sable, un petit peu, qui seraient répartis un petit peu dans tout l'univers, et qu'on ne connaît pas, mais qui constitueraient l'univers. Alors cette hypothèse m'a toujours intéressé, parce que je me suis dit, après tout, pourquoi pas, il y a peut-être bien quelque chose là derrière. Rien n'a été démontré, mais je vais m'en servir justement. Je vais m'en servir puisque, je disais, la lumière est, puisqu'elle comporte, elle véhicule une quantité de mouvement, eh bien ça doit être comme le son, c'est-à-dire que ce sont des particules qui sont animées de mouvement et qui se transmettent le mouvement de l'une à l'autre. Mais si on prend cette théorie, eh bien à ce moment-là, on a trouvé quel est le véhicule de la lumière. Et ça m'a interrogé, ça m'a beaucoup interrogé. Je n'ai pas voulu le faire à la suite de la première vidéo pour vous laisser le temps d'y réfléchir, mais laissez à moi aussi le temps d'y réfléchir, de clarifier un petit peu mes idées. Ça paraît complètement farfelu, mais comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, moi je suis à la retraite, je ne suis pas chercheur, je n'ai rien à prouver, rien à gagner. Je peux donc m'amuser à faire toutes les hypothèses que je veux. Y croient ceux qui veulent, n'y croient pas ceux qui ne veulent pas. Ça m'est parfaitement égal. Je n'en voudrais ni aux uns ni aux autres. Je n'ai pas de... je dis mon opinion, je m'amuse, et puis ça s'arrête là. Et si j'avais la chance que ça corresponde à quelque chose, eh bien ça me ferait plaisir quand même. Alors, repartons sur cette hypothèse-là. On aurait donc, l'univers serait donc constitué de tout petits éléments,
Ces éléments serviraient donc à la lumière à se propager, à la manière des ondes sonores, qui se servent des molécules de l'air, par exemple, dans l'air, qui se servent des molécules de morceaux de fer ou de morceaux de bois, quand il s'agit aussi d'un solide. Et pourquoi pas. On a en tout cas quelque chose qui est intéressant. Alors, quelle pourrait être la particularité de ces particules? Alors, ces particules, moi, je les avais comparées à ce qu'on appelait autrefois l'éther. J'aime bien le terme d'éther, d'abord c'est poétique, c'est amusant, et puis ça permet au moins d'avoir un terme. Parce que dire de particules, parler de particules ne veut rien dire. Des particules, on a l'habitude de parler de particules pour des électrons, des atomes, certaines choses, alors que là, ça ne serait pas la même chose. Donc je vais utiliser ce terme d'éther qui me plaît bien, et puis qui est poétique, parce que le marché c'est quand même mieux. Alors, quelles pourraient être les caractéristiques de l'éther? Eh bien, il y en a déjà une qui me saute à l'esprit, c'est que si toutes ces hypothèses sont vraies, si la lumière est bien une transmission de quantité de mouvement avec les constituants de l'éther, ces constituants ont une particularité, c'est qu'ils ont une masse. Parce que pour qu'il y ait transmission qu'il y ait quantité de mouvement, il faut qu'il y ait masse. Et alors là, on se rapproche à ce moment-là d'une autre théorie, qui n'est pas une théorie, celle-là, qui est quand même relativement prouvée, c'est la matière noire. Parce que les calculs ont prouvé qu'il existe dans l'univers quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, c'est pour ça qu'on l'appelle la matière noire, mais qui a une masse, et qui a une masse très importante, puisqu'en fait, elle est beaucoup plus importante même que la totalité des biens matériels que l'on voit. Les satellites, les planètes, les soleils, les étoiles, les galaxies, la matière noire aurait une masse bien supérieure, je crois, un point du double, quelque chose comme ça, enfin de cet ordre de grandeur, bien supérieure à tout ce que l'on peut voir. Donc il existe bien quelque chose qui a une masse et que l'on ne voit pas. Et ce qui me plaît, c'est la concordance entre ces différentes théories. Donc je dirais, pourquoi pas? À ce moment-là, pourquoi ça n'existerait pas? Et je vais poursuivre ça avec continuer mes théories. Donc l'univers serait rempli d'espèces de petits éléments, donc de matière noire, et dont la caractéristique est qu'ils ont une masse. Et alors s'ils ont une masse, c'est qu'ils doivent bien, cette masse doit bien s'exprimer par quelque chose. Et il y a bien quelque chose qui transmet cette masse. Alors, il a été découvert il y a peu d'années le boson de Higgs, qu'on appelait autrefois le graviton. En fait, c'est un boson. Les bosons, bon, vous savez aussi bien que moi, c'est ce qui permet de transmettre quelque chose, généralement de transmettre des forces, comme le photon transmet la lumière et transmet une force. Puisque nous parlons du photon, soyons sur le photon. Les bosons transmettent aussi dans les atomes les forces faibles, forces fortes, forces faibles. Et qu'est-ce qu'il y a aussi? Forces électromagnétiques. Donc, si ces petits éléments de l'éther ont une masse, ils doivent avoir des gravitons ou des bosons de Higgs. Mais en ce moment-là, je reprends le champ électromagnétique, parce que c'est une bonne image quand même d'un champ. Je vais en couper un morceau, puisque, voilà, comme ça on n'a plus qu'un seul pôle, et c'est plus représentatif. Chacune de ces forces-là est représentée ici par de la limaille de fer. Imaginons que chacun de ces grains de limaille de fer soit un des éléments de l'éther. Donc il se fixe il se place en fonction des forces différentes. Mais chacun a une masse. Donc chacun a son petit boson de Higgs ou son petit graviton, ou ces gravitons, on ne sait pas exactement en quoi ça consiste, on ne sait pas exactement ce que c'est. Mais c'est ce qui fait la gravitation.
Donc chacun de ces petits éléments fait son petit effet sur les autres éléments de l'éther. Et ça me paraît intéressant. Alors reprenons maintenant à la gravitation. Newton, quand il a fait sa théorie largement confirmée, ce n'est plus une théorie, mais sur l'attraction universelle, disait « J'ai trouvé quelque chose de fantastique, mais il y a un problème. C'est que je ne sais pas comment ça s'exerce. La Lune est attirée par la Terre, mais il n'y a pas une corde ou une chaîne qui relie la Terre à la Lune. » Et Einstein reprenait la même observation, il reprenait la même chose. Il a découvert les champs, il a démontré, parce que par le calcul, on arrive très bien à montrer comment fonctionne la gravitation, c'est donc par une forme de champ, mais on ne sait pas qu'est-ce qui fait marcher les champs. Et c'est là que se situe mon idée. Je me dis, mais après tout, si l'éther existe, qu'il soit confondu avec la matière noire, à ce moment-là, semble un petit peu logique, semblerait bien. Et ce seraient ces petites actions des éléments de l'éther qui transmettraient la gravitation de l'un à l'autre en suivant les lignes du champ de gravitation. Voilà. Je bafouille un petit peu, mais je suis un petit peu ému, parce que d'abord c'est compliqué pour commencer. Ensuite, c'est une idée qui était assez confuse dans ma tête depuis pas mal de temps. Comme j'ai promis à un internaute de le publier pour le 20, eh ben, je suis un peu plus pressé que je n'aurais dû, et donc je suis certainement moins clair que je ne l'étais. Je ne devrais l'être. Vous avouerez aussi que c'est quand même assez vertigineux comme truc. Et oui, je suis un petit peu ému, je me dis quand même, là je m'amuse, mais quand même, je suis un petit peu fort. Voilà, donc maintenant vous savez ce que je voulais expliquer à propos du champ de gravitation et de la lumière, comment ça fonctionne, par quoi ça se fait. Il reste maintenant, c'est là que je commençais à m'arriver à un ancien âge, mais enfin j'ai de quoi m'amuser pendant des années et des années, voir comment on pourrait le prouver, comment on pourrait le démontrer. Si je pouvais le démontrer avec une petite expérience comme celle que j'ai faite tout à l'heure, ça serait chouette, ça serait bien. Mais bon, ça, on verra. On verra bien. J'avais préparé aussi pour illustrer cette vidéo quelques petits dessins. Alors le premier, c'est la façon dont on représente les champs de gravitation. Généralement, on les représente avec ce genre de dessin. Alors quitte à mettre complètement de côté, puisque on dirait là qu'il y a un champ de gravitation plat, avec la Terre au milieu qui vient le creuser. Ça n'a aucun sens. Mais c'est ce qu'on voit très souvent. Et en fait, j'ai trouvé un autre dessin que voici, que je préfère de beaucoup. En fait, c'est chaque point pesant, qui a une masse, exerce une attraction sur tout ce qui l'entoure. Donc nous avons des petits vecteurs qui sont comme ça, ce que nous avons fait apparaître tout à l'heure, ce que nous ferons apparaître tout à l'heure. Et il est évident que là, il n'y a qu'un seul point pesant. S'il y en a d'autres, chacun va avoir va faire ses petits vecteurs. Et c'est la combinaison de tous ces points qui fait ensuite le champ, qui peut adopter une forme extrêmement compliquée et faire un mollusque, comme disait Einstein, ou les formes que l'on voit quelquefois dans certains dessins. Voilà, et bien écoutez, maintenant je vous ai livré le fond de ma pensée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi, ça me fera plaisir. Et puis pour conclure, je vais rajouter une petite expérience, parce que j'ai refait une expérience que j'avais montrée tout à fait au début de la gravitation, de mes vidéos sur la gravitation. Je l'ai faite de façon un peu plus convaincante, et je trouve qu'elle est pas mal, et qu'elle vient bien conclure cette petite vidéo. Merci de m'avoir écouté, et merci aussi de me faire part de vos observations. Voici une petite expérience qui vise à faire apparaître un champ de gravitation, ou du moins à le faire toucher du doigt, à le visualiser. Alors, cette petite image n'est pas un champ de gravitation, c'est un champ magnétique. En fait, il s'agit d'un électroaimant qui se trouve situé sous une feuille de papier sur laquelle on a placé de la limaille de fer. Et la limaille de fer, attirée par le champ magnétique, par les forces magnétiques, s'est disposée en fonction de certaines lignes, ce qui constitue un champ magnétique.
En fait, on ne sait pas très bien de quoi il s'agit, mais on sait qu'il s'agit d'un champ de force. On a l'habitude de représenter ces forces par des petits vecteurs. Et voilà, ça c'est un champ magnétique. Alors maintenant, qu'est-ce qu'un champ de gravitation? Ou plus exactement, qu'est-ce que c'est un champ de gravitation? Alors je vais vous proposer une petite expérience parce que j'aimerais bien la faire apparaître comme ça. Alors un champ de gravitation, ça va se présenter tout à fait de la même façon. Là, nous avons un champ magnétique qui se caractérise, qui se différencie plutôt du champ de gravitation par le fait qu'il a deux pôles. Et les lignes de force, les lignes du champ, se définissent donc entre ces deux pôles. Or, un champ de gravitation, c'est pas du tout pareil. Si je prends un objet, n'importe lequel, je prends cette gomme va faire autour d'elle un champ de gravitation qui va passer par son centre de gravité. En fait, c'est pas tout à fait vrai parce que chaque point, celui-ci ou celui-là, vont établir un champ de gravitation. On le voit très bien, ce genre de choses, quand par exemple on mesure les poids à la surface de la Terre, on trouve des poids ou des masses différentes suivant les endroits, suivant les altitudes et suivant le contenu du sous-sol. Si vous avez un sous-sol très lourd, si par exemple il y a une masse de plomb à un endroit, eh bien les poids mesurés autour ne seront pas obligatoirement les mêmes en fonction de la distance de ce poids très lourd. Ce qui montre bien que ce n'est pas le centre de gravitation à proprement parler qui est le centre des lignes de force, mais c'est que chaque point fait son petit champ de gravitation. Évidemment, tout ça s'additionne, tout ça s'accumule, enfin, ça s'additionne plus exactement comme des vecteurs, exactement, et ça se calcule, on parle de le calcul des vecteurs en mathématiques, et on peut ramener tout ça finalement au centre de gravité quand il s'agit d'un petit objet comme celui-ci. Donc chaque objet crée un champ de gravitation qui se situe autour de lui et qui n'est pas comme celui-ci entre deux pôles, mais avec pour ce petit objet un seul pôle. Donc il y a des lignes de force qui font le tour de cette gomme dans tous les sens. Et c'est ça que je voudrais essayer de voir, de visualiser. Alors comment peut-on faire? Pour ça, il faut d'abord sur une sphère, je ne sais pas faire. Donc il faut le faire, je vais essayer de le faire avec un plan. Donc pour ça, il y aurait une solution qui serait comme pour le champ magnétique, de mettre une feuille de papier. Si je fais une feuille de papier, d'abord on ne va plus voir la gomme, et on ne saura plus où on en est. Alors j'ai pensé à autre chose, j'ai pensé à une autre solution, qui est un plan d'eau. Alors j'ai préparé un petit plan d'eau, que voici. Chaque objet que je vais poser sur ce plan d'eau créera un champ de gravitation. Mais ce champ de gravitation sera coupé par le plan d'eau. Je veux dire par là que à la surface du plan d'eau, le champ de gravitation s'exercera, mais sur un plat. Il s'exercera aussi au-dessus et au-dessous. Mais si je mets des objets qui flottent sur l'eau, j'aurai réduit ce champ de gravitation à un plan. Alors voilà, je vais mettre des petits bouts de bois. Ça, c'est pas très réussi ce que j'ai fait parce que je lui ai donné un certain mouvement et je n'aurais pas dû. Ou plutôt, il aurait mieux valu qu'il n'y ait pas de mouvement. Voilà, et je vais laisser. Alors, je vais les rapprocher un petit peu parce que les forces qui font s'exercer sont en fonction du carré de la distance, et donc s'ils sont trop loin, trop éloignés l'un de l'autre, ça ne marchera pas. Il faut donc que je rapproche un peu. Mon objectif, c'est qu'ils soient plus près l'un de l'autre que du bord du récipient. Sinon, c'est le bord du récipient qui va les attirer. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Donc, je vais être obligé de le rapprocher un petit peu. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir observer ce qui se passe. Là, on voit que l'élan que j'ai donné à ce petit bout de bois s'est arrêté. On voit maintenant que ça bouge, mais apparemment il s'éloigne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne va pas du tout dans le sens de ce que je voudrais. Donc je vais rapprocher un petit peu, c'est que la distance est encore trop grande. Voilà. Et voilà, là on voit qu'ils se sont rapprochés. Eh bien, nous avons mis en évidence l'existence d'un champ de gravitation tout petit, il est très faible,
J'avais déjà présenté cette expérience, un internaute m'avait fait remarquer que les forces étaient très faibles. Oui, elles sont très faibles. Mais la résistance de l'eau, la résistance au mouvement exercé par l'eau est très très faible également. Vous avez pu remarquer d'ailleurs qu'il fallait que la distance ne soit pas trop grande, parce que sinon la force, on ne la sent pas. En attendant assez longtemps, on aurait pu, je pense, on aurait pu assister. Je vais essayer de recommencer, mais alors là, celui-ci est un peu trop près du bord, donc ça ne va pas. Je vais les éloigner un peu, pas tricher quand même. Voilà. On va attendre un petit peu plus longtemps, on va voir ce que ça donne. Alors, j'ai un peu peur que celui-ci se rapproche un peu du bord là-bas. Non, il n'a pas l'air. Voyons, si, ça a l'air de bouger très très légèrement. Alors je vous promets que je ne souffle pas dessus pour influencer l'expérience. Mais oui, je me suis fixé quelques repères. Je vois bien qu'il se rapproche tout doucement, tout doucement. Le mouvement est très ténu. Ceci pour répondre à l'Internet qui me disait que l'attraction ne pouvait pas faire bouger les bouts de bois parce qu'elle était trop faible. Eh bien, vous allez voir, elle est très faible, oui, d'ailleurs on le voit bien qu'elle est très faible. On voit que l'attraction, on le voit là maintenant, que l'attraction augmente. Un autre internaute me disait que c'était un problème d'électricité statique. Non, l'électricité statique ne peut pas se produire là-dessus, ce sont des bouts de bois. Or, il faudrait, pour que ce soit de l'électricité statique, qu'il s'agisse d'objets non conducteurs sur lesquels on pourrait fixer quelques électrons. Voilà, et bien vous voyez que cette fois-ci, c'est bien démonstratif. Nous avons mis en évidence, nous avons visualisé un champ de gravitation.